Si vous pensez que votre vie est difficile, il est peu probable que vous survivez une seule journée au Moyen Âge. Nos conforts modernes nous ont adoucis, et les luttes quotidiennes des gens de l'époque vous choqueraient probablement profondément. Rien qu'en pensant à leur nourriture, vous retourneriez aux émillèmes plus vite que vous ne pourriez dire Molded. Il vaut mieux oublier tout ce que vous avez vu dans les films montrant de grands festins avec des cuisses de dinde géantes, car pour les gens ordinaires, les repas étaient fades, ennuyeux et souvent dangereux. La plupart des gens vivaient d'une alimentation aussi excitante que de regarder de la peinture séchée. Les paysans se nourrissaient principalement d'un aliment appelé bouilli, qui était essentiellement une soupe triste et aqueuse faite des légumes qu'ils pouvaient cultiver, souvent cuisinés dans la même casserole pendant des jours. C'était l'équivalent médiéval d'un ragoût mystère, sauf qu'au lieu de cacher des légumes, il dissimulait souvent des insectes et de la terre. Le pain était l'aliment de base pour presque tout le monde. Mais ce n'était pas le pain moelleux et tranché que nous connaissons aujourd'hui. Le pain médiéval était dense, sombre et souvent rempli de toutes sortes d'additifs indésirables. La farine utilisée était généralement moulue entre des meules de pierre qui laissaient inévitablement des éclats dans le mélange, ce qui faisait que les gens de l'époque avaient des dents plus solides, non pas à cause de la génétique, mais en raison de leur habitude de mâcher une pâte essentiellement remplie de morceaux de roche. Un fait vraiment inquiétant est qu'une grande partie du pain contenait de l'ergot, un champignon qui pousse sur le sable. L'empoisonnement à l'ergot pouvait provoquer des hallucinations, des sensations de brûlure et parfois la mort. Certains historiens estiment même que cet empoisonnement a pu contribuer à l'hystérie des chasses aux sorcières, car des villes entières commençaient à halluciner en même temps. Imaginez croire que votre voisin est une sorcière alors qu'en réalité, votre boulanger avait simplement besoin de nettoyer son équipement. La viande était un luxe pour la plupart des gens. Et quand ils parvenaient à en obtenir, elle était souvent presque avariée en raison de l'absence totale de réfrigération. Pour masquer le goût de la viande qui commençait à se gâter, il utilisait des épices fortes s'il pouvait se les permettre. Sinon, on se bouchait simplement le nez en espérant le meilleur. La règle des 5 secondes de notre époque ressemblait plutôt à une règle des 5 jours à l'époque médiévale. De plus, on ne pouvait même pas faire passer cette nourriture détestable avec de l'eau. Car boire de l'eau risquait de rendre malade, la plupart des sources d'eau étant contaminées par des déchets humains et d'autres substances désagréables. Au lieu de cela, tout le monde, y compris les enfants, buvait de la bière ou de l'âle. Ce n'était pas la bière forte que nous connaissons aujourd'hui, mais une version plus légère qui était plus sûre que l'eau parce que le processus de brassage tuait les germes. Une étude a révélé que le paysan médiéval moyen consommait environ 8 pintes d'âle par jour. Après une journée à manger des aliments douteux et à boire de la bière pour éviter les maladies d'origine hydrique, le simple fait de se soulager devenait une horreur à part entière. Pour la plupart des gens, aller aux toilettes signifiait d'utiliser un pot de chambre, qui n'était qu'un bol ou un seau placé sous le lit. Une fois rempli, soit on le vidait soi-même, soit on attendait que quelqu'un vienne le récupérer. Le contenu était généralement jeté par la fenêtre dans la rue en dessous. Dans les villes, il était courant de crier « Gadilo ». Avant de se débarrasser des déchets par les fenêtres du haut, un avertissement issu de l'expression française « garde l'eau », signifiant « fais attention à l'eau », bien que le liquide en question soit beaucoup moins agréable. Cette pratique était si répandue que dans certaines villes médiévales, une règle stipulait que les déchets ne pouvaient être jetés par les fenêtres qu'après 10 heures du soir. Si vous aviez la chance de visiter un château, vous pourriez tomber sur une garde-robe, qui était en fait un trou dans un siège en pierre, permettant aux déchets de tomber directement le long du mur du château. Au château de Douvres, les archéologues ont découvert une garde-robe avec une chute de près de 21 mètres. Même les rois et reines, avec leur trône, avaient des toilettes qui n'étaient guère plus que des trous qui laissaient passer les courants d'air. Pour ceux qui ne pouvaient pas attendre de rentrer chez eux pour utiliser leur pot de chambre, les options publiques étaient désastreuses, consistant souvent en des endroits désignés qui ressemblaient à ce que l'on appellerait aujourd'hui des égouts à ciel ouvert. À Londres, il y avait des lieux appelés toilettes publiques construites au-dessus des rivières, mais il était rare. La tâche de collecter et d'éliminer les déchets humains incombait à des travailleurs, au titre malheureux de fermiers de peau. Ces âmes courageuses récupéraient les déchets des fosses et les emportaient hors des murs de la ville, ne travaillant que l'odeur leur collait tant à la peau qu'ils étaient exclus des lieux de rassemblement public, bien que, malgré des conditions horribles, ils étaient relativement bien payés. L'odeur des villes médiévales était légendaire, le fleuve Thème de Londres étant si pollué par les déchets qu'on le décrivait comme un monstre de puanteur. Quant au papier toilette, il n'y en avait tout simplement pas. Les gens utilisaient ce qui était à leur disposition, comme des feuilles, de la mousse, leur main gauche, ou, s'il était riche, des morceaux de laine ou de... Les Romains utilisaient des éponges sur des bâtons rincés dans du vinaigre ou de l'eau salée.
mais ce savoir était en grande partie perdu à l'époque médiévale. Au-delà des problèmes de nourriture et d'assainissement, la vie était un test quotidien de survie rempli d'autres réalités brutales. Oubliez les idées romantiques d'être un chevalier valeureux ou une belle damoiselle, car la plupart des gens occupaient des emplois épuisants du lever au coucher du soleil avec à peine assez de rémunération pour survivre. La majorité étaient des paysans travaillant sur des terres appartenant à des nobles. Leur routine étant de se lever à l'aube, de travailler jusqu'à la tombée de la nuit, de s'effondrer dans leur lit puis de recommencer jusqu'à la mort. Un agriculteur typique labourait les champs avec des outils en bois tirés par des bœufs, semait les graines à la main et récoltait les cultures avec des faucilles rudimentaires. Pendant la saison des récoltes, les paysans travaillaient 16 heures par jour sous un soleil de plomb. Des documents de l'Angleterre médiévale montrent qu'un ouvrier agricole moyen brûlait plus de 4000 calories par jour uniquement à cause du travail physique. Pour ceux qui ne cultivaient pas, les métiers et l'artisanat offraient des carrières alternatives, mais avec leurs propres difficultés. Les forgerons passaient leur journée dans des forges enfumées inhalant des vapeurs toxiques et risquant des brûlures et des blessures oculaires. Les tanneurs, qui transformaient les peaux d'animaux en cuir, travaillaient avec de l'urine et des produits chimiques toxiques qui rendaient leur peau jaune et leur donnaient une odeur horrible qui les suivait partout. Pour devenir un artisan qualifié, il fallait commencer jeune, avec des apprentissages commençant généralement à l'âge de 7 ans. Les enfants étant envoyés vivre avec un maître artisan pendant jusqu'à 14 ans. La rémunération de la plupart des emplois suffisait à peine à couvrir les besoins de base. Un travailleur journalier dans l'Angleterre médiévale pouvait gagner 1 ou 2 sous par jour, juste de quoi acheter environ 2 miches de pain. Ce n'était pas un salaire minimum, mais le minimum nécessaire pour ne pas mourir avant d'avoir terminé son travail. Avec un travail aussi physiquement exigeant et une nutrition insuffisante, le corps s'épuisait rapidement. Les maladies étaient omniprésentes, la médecine était presque inexistante, et ce qui passait pour des soins de santé aujourd'hui serait considéré comme une torture. Un simple rhume ou une grippe pouvait être fatal. Sans comprendre les germes, les gens du Moyen-Âge pensaient que la maladie venait de l'air malsain ou d'un déséquilibre des 4 humeurs corporelles. Le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Si vous aviez de la fièvre, c'était le moment de pratiquer une saignée consistant à couper une veine et à drainer le sang dans un bol. Les sangues étaient un autre traitement populaire utilisé sur la peau pour aspirer le mauvais sang. Un texte médical conseillait même d'en appliquer 70 à la fois pour certaines affections. Le taux de mortalité dû aux maladies était effroyable. Environ 30% des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans, et l'espérance de vie moyenne était de 30 à 40 ans. La peste bubonique à elle seule a tué près de la moitié de la population européenne au milieu du Xinjiang. Les problèmes dentaires étaient particulièrement graves, car sans brosse à dents appropriée ni compréhension de l'hygiène, les caries étaient monnaie courante. Les médicaments disponibles étaient souvent mortels. Le mercure étant prescrit pour tout, des problèmes de peau à la syphilis. Le plus pénible était que de nombreuses maladies se propageaient à cause d'une mauvaise compréhension de l'hygiène. Car leur idée de désinfectant pour les mains consistait à essuyer leurs paumes sur leurs vêtements déjà sales. Même si vous parveniez à survivre à ces traitements médico-médiévaux, vos ennuis n'étaient pas pour autant terminés, car le système judiciaire était incroyablement cruel, injuste et souvent totalement aléatoire. Les lois variaient énormément d'une ville à l'autre, et les peines étaient rarement en adéquation avec le crime commis. Des infractions mineures, comme le vol de nourriture, pouvaient entraîner la perte d'une main, et plus de 200 crimes différents étaient passibles de la peine de mort en Angleterre. Prouver son innocence impliquait souvent un jugement par les preuves. Une méthode consistait à faire porter à l'accusé une barre de fer rougeoyante. Si les brûlures cicatrisaient proprement 3 jours, vous étiez innocent. Mais si elles devenaient infectées, ce qui était presque inévitable, vous étiez coupable. Une autre méthode était le jugement par l'eau, où l'accusé était jeté dans une rivière. Si vous couliez, vous étiez innocent. Si vous flottiez, vous étiez coupable et exécuté par la suite, créant une situation où il n'y avait littéralement aucune issue gagnante. Pour les personnes reconnues coupables, les méthodes d'exécution étaient conçues pour être aussi publiques et terrifiantes que possible. La pendaison était l'une des options les plus clémentes, tandis que l'écartèlement était réservé aux crimes les plus graves comme la trahison. Ces exécutions publiques étaient des événements communautaires qui attiraient d'énormes foules. Les nobles, en revanche, faisaient rarement face au même système judiciaire. Ils pouvaient demander un procès par combat et engager un combattant professionnel, ou payer de l'argent à la famille de la victime pour éviter une punition. Les prisons médiévales n'étaient que des cellules de détention où les prisonniers, souvent enchaînés au mur, dépendaient de leur famille pour se nourrir ou mouraient de faim. La torture faisait partie intégrante du processus, utilisée pour obtenir des confessions avec des instruments comme le chevalet et les vis à pouce.
L'humiliation publique, comme être enfermé dans des poteaux ou plongé dans un tabouret de bain, était une punition courante pour les infractions mineures. La guerre médiévale était très différente de ce que l'on voit dans les films. Le combat réel était chaotique, brutal et presque toujours fatal pour l'homme ordinaire. Les guerres étaient permanentes, comme la guerre de 100 ans, qui soumettait des générations de gens à des conflits. Seuls les chevaliers les plus riches pouvaient se permettre une armure complète, qui coûtait l'équivalent d'une voiture de sport moderne. La plupart des soldats portaient des vêtements en tissu rembourré, et leurs armes étaient souvent des lances, des haches ou des outils agricoles modifiés. L'arc long anglais était une arme redoutée, capable de percer la plupart des armures, mais ses utilisateurs s'entraînaient dès l'enfance, développant des squelettes déformés à cause de l'effort. Les batailles étaient extrêmement mortelles, comme lors de la bataille de Tauton en 1461, où environ 28 000 hommes sont morts en une seule journée. Les blessures de guerre étaient presque toujours mortelles en raison des infections, même si elles n'étaient pas immédiatement menaçantes pour la vie. Pour les paysans, le pire de la guerre n'était pas les batailles, mais ce que les armées faisaient entre elles. Les soldats vivaient des ressources locales, prenant nourriture et fournitures dans les villages, brûlant les cultures et détruisant des maisons, laissant les civils à la famine. Les sièges étaient particulièrement horrifiques, piégeant les habitants dans des châteaux ou des villes, les condamnant à une lente dénutrition, parfois jusqu'à pratiquer le cannibalisme. Le siège de Candie, actuel Héraclion, a duré 21 ans. La maladie tuait bien plus de soldats que les combats, car les armées créaient des conditions idéales pour les maladies avec une mauvaise sanitation et de l'eau contaminée. Les civils pris dans des zones de conflit faisaient face à des choix terribles. Fuir signifiait abandonner tout, tandis que rester impliqué de risquer des violences de la part des armées en mouvement. Des villages entiers étaient parfois massacrés, peu importait l'âge ou le sexe. Si vous avez réussi à éviter la guerre, vous deviez tout de même supporter la misère de la vie quotidienne. L'odeur des villes médiévales était une agression écrasante, mélange de déchets humains, de nourriture en décomposition, de corps non lavés et de produits chimiques industriels. L'hygiène personnelle était pratiquement inexistante, la plupart des gens ne se baignant que quelques fois par an, convaincus que cela ouvrait les pores aux maladies. Les poux de tête étaient si fréquents que des peignes spéciaux pour les enlever faisaient partie des outils de toilette courants. Les vêtements étaient inconfortables, rarement lavés et portés jusqu'à ce qu'ils se déchirent. La barrière acoustique était également presque insurmontable. L'anglais médiéval des années 14 ans, étant presque une langue étrangère pour les locuteurs modernes, la notion de vie privée était inconnue, avec des familles entières mangeant, travaillant et dormant dans une seule pièce, partageant souvent des lits avec plusieurs personnes. La hiérarchie sociale était rigide et sans pitié. Le système féodal maintenait chacun à sa place, rendant la mobilité sociale presque impossible. Environ 19% de la population était composée de paysans ne possédant rien. Les connaissances étaient limitées, et les superstitions comblaient les lacunes avec une croyance répandue en des sorcières, des démons et des créatures magiques. Une éclipse solaire pouvait plonger une ville dans la panique, croyant que la fin du monde était proche. La communication était lente, les nouvelles circulant à la vitesse d'un messager à pied, mettant des jours voire des mois à arriver d'autres pays. À ce stade, vous chercheriez désespérément un moyen de retourner à votre vie moderne confortable, avec ses antibiotiques, sa plomberie intérieure, ses droits de l'homme et son déodorant. Le passé peut sembler romantique dans les livres et les films, mais la réalité de la vie médiévale était une lutte quotidienne que peu d'entre nous pourraient supporter. Oubliez les contes de fées. Mettez de côté les épopées hollywoodiennes avec leurs salles étincelantes et leurs chevaliers intrépides. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait vraiment la vie dans un château médiéval, du premier rayon de soleil sur les remparts jusqu'à la dernière lueur de chandelle, préparez-vous à un voyage à la fois fascinant, inconfortable et, soyons honnêtes, parfois un peu malodorant. Commençons à l'aube, lorsque même les rois et les reines se réveillaient avec le dos endolori. De nos jours, on râle, parce que les matelas à mémoire de forme sont trop mous ou trop fermes. Les dormeurs du Moyen-Âge, en revanche, passaient leur nuit sur des sacs de paille, souvent inchangés depuis la dernière récolte. La situation était tellement difficile que les textes médiévaux incluaient en fait des traitements pour les blessures de la paille. Oui, les gens se blessaient avec leur propre lit. Imaginez devoir expliquer ça à votre guérisseur local. J'ai été attaqué par mon matelas. Si vous aviez la chance d'être noble, vous pouviez avoir un cadre de lit en bois pour surélever votre paille, ce qui était à peu près aussi confortable que de dormir sur une étagère. Oublie la douce sonnerie d'un réveil de smartphone. Ton réveil était bien plus susceptible d'être un coq avec un sens du drame, ou pire encore, le réveil humain officiel du château. Un domestique dont le seul métier consistait à arpenter les couloirs à l'aube,
en hurlant l'équivalent médiéval de debout là-dedans. Un rôle qui garantissait d'être la personne la moins appréciée du château. Et puis il y avait le froid. Les châteaux étaient construits pour repousser des armées. Ces murs épais en pierre étaient excellents pour repousser les envahisseurs, mais transformaient ta chambre en véritable réfrigérateur. La plupart des gens dormaient tout habillés, non par paresse, mais pour éviter de se réveiller congelés. Les fenêtres étaient de minces meurtrières, imaginées pour les archers, pas pour la lumière du soleil. Par un matin nuageux, ce qui, en Europe médiévale, signifiait presque tous les matins, il était possible de se réveiller dans l'obscurité totale, de se cogner le pied contre un pot de chambre et de commencer la journée par une série de jurons qui feraient rougir un marin. Une fois que tu t'étais extirpé de ton instrument de torture fait de paille, il était temps de penser à l'hygiène personnelle, un concept aux frontières très flexibles au Moyen Âge. La première chose que tu remarquais, c'était un seau d'eau si froide qu'il y avait peut-être encore de la glace dedans. Pas de douche chaude, pas de contrôle de la température. Juste toi et le seau engagés dans un combat à mort. Certains châteaux tentaient d'innover. Une forteresse française faisait passer l'eau près des feux de cuisine pour la chauffer. Une idée ingénieuse, sauf que les tuyaux étaient en plomb. Tu devais donc choisir rester sale ou risquer un empoisonnement lent. Pas vraiment un choix gagnant. Le savon aussi était un luxe. La plupart des gens se lavaient avec un mélange grossier de cendres de bois et de graisse animale, en somme les restes de la cheminée. Les riches pouvaient se permettre du savon de Castille, fabriqué avec de l'huile d'olive, mais il coûtait si cher qu'une seule barre pouvait valoir autant qu'un mouton. Imaginez dépenser tout votre salaire pour du savon. Et puis évidemment, il y avait la question des toilettes du château. Ces fenêtres étroites, elles servaient aussi de garde-robe. Des latrines médiévales où l'on accrochait ses vêtements, pensant que la puanteur éloignerait les mites. Si vous n'aviez pas de garde-robe à proximité, vous utilisiez un pot de chambre que l'on vidait ensuite par la fenêtre. L'expression « garder l'eau » n'était pas un avertissement contre la pluie. Certaines villes ont même adopté des lois obligeant à crier avant de jeter le contenu du pot, un exemple rare de politique de santé publique au Moyen-Âge. Les latrines communes, c'était une autre histoire. Construites dans les murs extérieurs, elles étaient en fait des trous où tout tombait directement. Les archéologues ont retrouvé toutes sortes de choses dans ces conduits d'évacuation anciens. Pas seulement des pièces et des bijoux, mais aussi les restes de la vie quotidienne. Dans un château abritant 200 personnes, l'intimité était un concept inconnu. Même les rois et les reines pouvaient recevoir des visiteurs pendant qu'il était sur le trône. Être invité à assister à la routine matinale royale était considéré comme un honneur. Imaginez être si important que des gens veulent vous regarder aller aux toilettes. Après tout cela, vous seriez prêt pour le petit déjeuner. Bien que le mot « petit déjeuner » soit peut-être un peu exagéré. Le roi dégustait du pain frais, des viandes rôties et des fruits exotiques, tandis que les couches inférieures recevaient du potage, un ragoût composé des légumes qui n'avaient pas encore pourri, bouillis jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Le pain n'était pas seulement destiné à être mangé. Les nobles utilisaient de grosses tranches de pain rassis comme assiette, appelées tranchoirs. Après quelques jours, ces morceaux durs comme de la pierre étaient distribués aux pauvres, qui avaient besoin de dents plus solides que des armures pour les mâcher. L'eau était souvent impropre à la consommation à cause des méthodes créatives d'évacuation des déchets du château. La solution, la bière, beaucoup de bière. Même les enfants buvaient une version légère appelée petite bière. Les registres d'un château montrent qu'il consommait 3000 pintes par jour. Le brasseur du château était aussi indispensable que le forgeron. Rater la bière, c'était risquer d'avoir un château plein d'habitants assoiffés et furieux. Les bonnes manières à table étaient en pleine évolution. Les fourchettes étaient jugées étrangement italiennes, donc tout le monde mangeait avec les doigts. Un manuel d'étiquette avertissait « Ne vous essuyez pas les mains grasses sur la barre ». Le plan de table était un vrai champ de mine politique. Être assis près du seigneur voulait dire qu'on était en faveur, alors qu'une place à l'autre bout indiquait la disgrâce. Le sel était tellement précieux que des chevaliers se sont déjà battus en duel pour avoir la place la plus proche de la salière. L'équivalent médiéval de se disputer le mot de passe Wi-Fi. La grande salle du château était un tourbillon d'activités et d'odeurs. Le sol était couvert de jonchés, des couches d'herbes et de plantes séchées, remplacées seulement une fois par an. Des jonchées fraîches étaient éparpillées dessus toutes les quelques semaines, mais en dessous s'accumulait une année entière de nourriture renversée, de boue et de déjections animales. On ajoutait de la lavande et des herbes de prairie pour tenter vaillamment de masquer la puanteur, mais le résultat rappelait davantage un tas de compost qu'un jardin de campagne. Les animaux circulaient librement, chiens, chats, poules et même parfois un cochon. Un récit raconte même qu'un faucon appartenant à un noble s'oublia sur la table lors du dîner, sans que personne ne s'en offusque vraiment.
Pendant ce temps, les murs ruisselaient d'humidité, la moisissure s'étendant derrière des tapisseries rarement nettoyées. La cuisine offrait une expérience olfactive à part entière, entre déchets de nourriture, vaisselle sale et viande gardée à la limite de la décomposition, le tout dissimulé sous une avalanche d'épices. Et puis, il y avait les latrines qui se vidaient directement le long des murs du château dans les douves. En été, l'odeur était si forte que certains assiégeants abandonnaient leur siège. Une sorte de guerre biologique médiévale, si l'on veut. Les châteaux n'étaient pas seulement des habitations. C'étaient aussi des forteresses, hérissées de dispositifs défensifs. Les murs pouvaient avoir 6 mètres d'épaisseur à leur base. Les archers permettaient aux défenseurs de tirer sur les assaillants tout en restant à l'abri. Certains archers étaient si habiles qu'ils pouvaient toucher une assiette à 200 mètres. Même si, ironiquement, beaucoup n'arrivaient pas à viser la latrine en plein jour. Des meurtrières, dans les plafonds au-dessus des entrées, permettaient aux défenseurs de jeter des pierres, de l'huile bouillante ou même des ruches sur les envahisseurs. Tout le monde avait un rôle lors d'un siège, même les enfants qui agissaient comme messagers ou porteurs d'eau. Certains gamins transformaient les sièges en jeux, se lançant des légumes pourris depuis les tours. Les douves n'étaient pas là pour décorer. Certaines pouvaient être inondées ou vidées en 1 heure, déconcertant les assaillants. L'opérateur du pont-levis n'avait qu'une mission, ne pas se tromper. Pourtant, les archives racontent des ponts levés trop tôt, laissant les soldats dehors ou abaissés au mauvais moment. Une fois cela a coincé la moitié d'une vache, ce qui a donné lieu à ce que les chroniques appellent un après-midi très embarrassant. Les escaliers en colimaçon tournaient toujours dans le sens des aiguilles d'une montre en montant, donnant ainsi un avantage aux défenseurs droitiers. Les marches étaient volontairement irrégulières, pour que les assaillants trébuchent tandis que les défenseurs montaient et descendaient facilement. L'avantage du terrain version médiévale. La vie au château était une agitation constante. Un château de taille moyenne pouvait employer 200 personnes, chacune avec un titre de poste qui semblerait étrange aujourd'hui. Le gong farmait et nettoyait les toilettes. La nuit, pour épargner aux autres les odeurs, était étonnamment bien payé. Le personnel de cuisine travaillait jour et nuit, préparant 6 0 calories par personne et par jour. Le tourne-broche, souvent un petit garçon, passait ses journées à faire tourner la broche au-dessus du feu. Les gardes chantaient pendant leur service pour prouver qu'il était éveillé, un registre mentionne. Rien à signaler si ce n'est les chants affreux de Ralph. La dame du château était la véritable patronne, gérant tout des provisions de nourriture au conflit entre le personnel. Un livre de contresens tout des œufs pondus aux flèches gaspillées avec une note dans la marge. Arrêtez de payer les archers quand ils sont ivres, ils visent très mal. Quand le seigneur était absent, la dame pouvait même diriger la défense lors d'un siège, utilisant des tonneaux de vin vides pour donner l'illusion d'avoir plus de soldats, pas en forme. Le médecin du château pouvait prescrire de l'émeraude réduite en poudre pour les maux de tête, ou, si vous manquiez de pierres précieuses, de la poudre de crâne humain. Certains traitements consistaient à attacher une poule plumée sur la tête et à attendre qu'elle ait l'air malade, selon la théorie qu'elle absorberait la fièvre. Les chirurgies se faisaient sans anesthésie. Le mieux qu'on puisse espérer était un bon verre avant de commencer. L'armoire à pharmacie ressemblait à un cabinet de curiosités. Sang de dragon, cornes de licorne, poudre de momie, oui, de vraies momies importées d'Égypte. Les soins dentaires étaient tout aussi inventifs. Mal de dents. Le barbier chirurgien arrachait la dent ou la plombait avec du plomb. Un chevalier s'est même fait arracher toutes les dents avant un combat, pour ne pas être distrait. Pourtant, par accident ou par chance, certains remèdes étaient efficaces. Des herbes aux propriétés antibiotiques naturelles, du vin et du miel comme antiseptiques. Parfois, la médecine médiévale visait juste, même si ce n'était pas pour les bonnes raisons. À la tombée de la nuit, le château se transformait. Les bougies étaient précieuses, alors l'obscurité régnait. Les gardes patrouillaient avec des torches, dont la lumière vacillante donnait vie à chaque ombre. Les histoires de fantômes étaient prises au sérieux. Certains châteaux exigeaient même des rapports officiels de rencontres avec des fantômes, incluant la description de la tenue de l'apparition. Un garde a signalé un fantôme portant la tunique de la saison précédente et a suggéré une mise à jour de sa garde-robe. Les cachots, quant à eux, ressemblaient moins à des chambres de torture qu'à des coins punitions inconfortables. La plupart étaient de la taille d'une salle de bain moderne, mais sans plomberie. Les prisonniers devaient payer leur propre nourriture et leur literie. Les nobles venaient parfois avec leurs propres domestiques. L'un d'eux a même exigé un goûteur, qui a démissionné après 1 semaine en déclarant que goûter la bouillie ne faisait pas partie de ses fonctions. La plupart des détenus étaient des débiteurs, emprisonnés pour des sommes aussi petites que le prix d'une coupe de cheveux. Les tentatives d'évasion étaient rares. Où aller quand tout le monde dans le village connaissait votre visage? Un homme a essayé de s'évader déguisé en lavandière, mais sa propre mère l'a reconnu et l'a ramené en le tirant par l'oreille. Alors à quoi ressemblait vraiment la vie dans un château médiéval? C'était un monde de lits durs et de pain encore plus durs, de défense ingénieuse et de plomberie inventive.
de travail sans fin et de festins tapageurs, d'histoires de fantômes et d'horreurs bien réelles. C'était un endroit où la survie dépendait du travail d'équipe, de la vivacité d'esprit et d'un estomac solide. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, le château était aussi une merveille d'ingéniosité humaine, une forteresse, un foyer, une communauté et une scène pour les drames de l'histoire. De la plus haute tour au donjon le plus profond, chaque jour était une nouvelle aventure, et chaque nuit une nouvelle histoire à raconter. Alors la prochaine fois que vous visiterez un château, ne vous contentez pas d'admirer la maçonnerie. Écoutez les échos des rires, le tintement de la vaisselle, les notes lointaines de la chanson d'un bouffon. Imaginez les vies vécues entre ces murs, désordonnées, bruyantes et absolument inoubliables. Voilà dans toute sa rude splendeur la véritable expérience du château médiéval. Soyons honnêtes, si vous êtes du genre à sauter une douche de temps en temps, vous vous imaginez peut-être parfaitement adapté au Moyen-Âge? Après tout, n'est-ce pas l'époque que l'on associe à des paysans couverts de boue et des nobles peu lavés, où le bain était un luxe rare et suspect? Mais l'histoire, comme souvent, c'est nous surprendre. Bienvenue, chers voyageurs du temps. Aujourd'hui, partons ensemble pour le monde médiéval. Notre objectif n'est pas seulement de jeter un œil au château et aux cathédrales, mais aussi d'explorer les rituels quotidiens de la propreté, les méthodes ingénieuses et parfois étranges de lutte contre la saleté, et de découvrir la véritable histoire de l'hygiène au Moyen-Âge. Imaginez-vous enfilant une tunique médiévale ou vous allongeant sur un matelas de paille. Il y a de fortes chances que vous commenciez bientôt à vous gratter, les poux et les puces accompagnaient en permanence aussi bien les riches que les pauvres, infestant vêtements, literies et cheveux. Vision, même les moines les plus pieux et les seigneurs les plus fortunés n'y échappaient pas. Saint François d'Assise, avec une pointe d'humour spirituel, a appelé un jour ces parasites les perles de la pauvreté. Lutter contre ces invités indésirables était un combat quotidien. Les femmes munies de petits balais balayaient les cheveux et les vêtements, souvent près des fenêtres ou des foyers où la lumière et la chaleur facilitaient la traque. Leur but, délivrer tête et maison de ces intrus assoiffés de sang aussi vite que possible. Si vous pensez que l'eau du robinet dans votre ville est douteuse, imaginez un peu la situation des habitants des villes médiévales. Les rivières et ruisseaux, véritables sources de vie pour les cités et les châteaux, étaient souvent encombrés de déchets. Cela allait des ordures ménagères à des détritus moins convenables à évoquer. Même les puits pouvaient être contaminés, les nappes phréatiques étant progressivement souillées à mesure que la population augmentait. Certaines villes, comme Sienne, ont tenté vaille que vaille de réglementer l'accès à l'eau propre, mais sans grand résultat. La conséquence? Beaucoup se tournaient vers la bière et le vin pour se désaltérer au quotidien, non seulement pour le goût, mais parce que cela s'avérait souvent plus sûr que l'eau. L'eau d'ailleurs était vue comme une boisson de pauvres, et sa saleté inspirait la crainte. Dans certains endroits, on recueillait l'eau de pluie dans des citernes, mais c'était un luxe réservé aux riches, et même alors cette eau n'était pas toujours potable. Mais ne croyez pas que les gens du Moyen-Âge négligeaient l'hygiène dentaire. Bien au contraire, se nettoyer entre les dents était indispensable, même si les outils étaient un peu rudimentaires. Les premières brosses à dents étaient souvent des branches de noisetier dont une extrémité était entourée de tissu. Certains mâchaient des racines de guimauve, des feuilles de mende ou des graines de fenouil d'anis pour rafraîchir leur haleine. D'autres se rinçaient la bouche avec de l'eau ou même du vin mélangé à du vinaigre. Un bain de bouche médiéval, en quelque sorte. Il existe même des témoignages de poudre dentaire faite d'herbes écrasées, de sel et parfois de charbon, que les gens frottaient sur leurs dents avec un tissu ou un... Se baigner au Moyen-Âge était rarement un acte solitaire. Les bains publics, les rivières et les ruisseaux étaient des lieux de rassemblement courants. Même les bains privés dans les châteaux étaient des événements élaborés, nécessitant des équipes de serviteurs pour transporter et chauffer l'eau. Une fois la baignoire prête, il n'était pas inhabituel que plusieurs personnes se relaient dans la même eau, parfois avec un assistant présent pour veiller à ce que personne ne se baigne seul. Pour les femmes, le lavage des cheveux était un rituel hebdomadaire souvent réservé au samedi. Le processus était un travail d'équipe. L'une versait de l'eau d'une cruche pendant qu'une autre frottait avec un shampoing maison à base d'huile, d'herbes et de minéraux. Les paysannes se lavaient les cheveux moins souvent, mais la méthode restait sensiblement la même. Dans certaines régions, les bains publics étaient aussi courants que les tavernes, et les gens s'y réunissaient non seulement pour se laver, mais aussi pour socialiser, manger et même faire des affaires. En fait, dans des villes comme Paris et Londres, les bains publics étaient de véritables centres sociaux, parfois tellement animés que les autorités tentaient de les fermer parce qu'ils étaient jugés trop bruyants ou moralement douteux. Le savon au Moyen-Âge n'avait rien à voir avec les pains parfumés que nous connaissons aujourd'hui. Les recettes variaient, certains utilisaient un mélange de citron et de sel pour créer un nettoyant alcalin, tandis que d'autres combinaient cendres de bois avec du suif ou de l'huile d'olive. Les Européens du Nord préféraient la graisse animale.
tandis que ceux du bassin méditerranéen privilégiaient l'huile. Les riches pouvaient profiter de savons parfumés moulés en boule ou en pain, mais les pauvres devaient se contenter de versions abrasives très riches en soude, qui décapaient la peau aussi bien qu'elle éliminait la saleté. Le savon était souvent fabriqué à la maison ou par des savonniers locaux, et le processus pouvait être odorant et exigeant. Dans certains endroits, le savon était si précieux qu'on le gardait sous clé et qu'on l'utilisait avec parcimonie. De façon surprenante, les érudits du Moyen Âge prenaient l'hygiène au sérieux. La faculté de médecine de Salerne, l'une des principales écoles de médecine d'Europe, publiait des guides pour mener une vie saine dès le XVe. S'appuyant sur des textes grecs, romains et arabes anciens, ces guides recommandaient de se laver les mains et le visage à l'eau froide chaque matin, de s'étirer, de se coiffer, de se brosser les dents, des habitudes qui semblent étonnamment modernes. Les monastères disposaient souvent d'eau courante et même de formes primitives de plomberie intérieure, avec des tuyaux en plomb ou en rondins creusés. Certains monastères construisaient des bains élaborés pour les malades et les personnes âgées. Et le mot spa vient d'ailleurs de la ville belge de Spa, célèbre depuis le Moyen Âge pour ses sources minérales curatives. Bien sûr, toutes les pratiques d'hygiène médiévale ne seraient pas acceptées aujourd'hui. Les parfums et sachets parfumés étaient des moyens populaires de masquer les mauvaises odeurs, et beaucoup portaient des pommes de senteur, petites boules parfumées à la ceinture ou autour du cou. En hiver, quand l'eau était rare ou gelée, on pratiquait souvent la toilette sèche avec des chiffons et des poudres, et enfiler du linge propre était considéré presque aussi bénéfique qu'un bain. Même le simple acte de se laver les mains avait sa place dans l'étiquette médiévale. Lors des banquets, un serviteur apportait un bassin et une aiguière à chaque invité avant le repas. Il se laver les mains était un signe de bonne manière et de respect envers les autres. Les toilettes aussi étaient plus avancées qu'on ne l'imagine souvent. De nombreux châteaux et monastères possédaient des garde-robes, des sièges en pierre ou en bois construits au-dessus de conduits qui se vidaient dans les douves ou des fosses. En ville, des latrines publiques existaient parfois, bien qu'elles soient souvent désagréables, et les pots de chambre étaient essentiels dans chaque foyer. La gestion des déchets était un défi permanent, et les autorités municipales avaient du mal à garder les rues et les cours d'eau propres, allant parfois jusqu'à infliger des amendes à ceux qui jetaient des détritus sur la voie publique. Alors, le monde médiéval était-il un cloaque de saleté et de maladies? Pas vraiment. Même si leurs normes et leurs ressources étaient différentes des nôtres, les gens du Moyen-Âge se souciaient de la propreté et trouvaient des moyens ingénieux de rester en bonne santé. Leur univers était fait d'adaptations constantes, et la lutte contre la saleté et la maladie faisait autant partie du quotidien que la prière ou le travail. La prochaine fois que tu râles, parce que tu dois prendre une douche ou te brosser les dents, rappelle-toi que tu fais partie d'une longue et inventive tradition humaine à la recherche de la propreté, même quand les circonstances et les pouls leur étaient défavorables. Si vous avez apprécié ce voyage dans le passé, partagez-le avec un ami et gardez votre curiosité vivante. L'histoire, après tout, regorge de surprises, parfois même dans la baignoire. Et peut-être que le fait le plus rafraîchissant est que, à travers les siècles et les continents, les gens ont toujours trouvé des moyens de prendre soin d'eux-mêmes et des autres, prouvant que la quête de la propreté est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Quand on pense aux châteaux médiévaux, on imagine souvent des scènes tout droit sorties des films. De grands banquets, des coupes étincelantes et des éclats de rire résonnant dans de majestueuses salles de pierre. Il y a une sensation de romantisme et d'aventure, une promesse de sécurité derrière de hauts murs, et l'excitation de vivre comme des rois. Mais quelle part de tout cela est vraie? Et que devons-nous à la magie d'Hollywood? Faisons un voyage dans le temps, non pas comme un chevalier en armure étincelante, mais en tant que voyageur curieux, désireux de découvrir la véritable histoire cachée derrière ces murs anciens. D'abord, plantons le décor. Les châteaux étaient avant tout des forteresses. Imaginez un immense bunker de pierre, construit pour résister aux sièges et tenir les ennemis à distance. Les murs étaient épais et froids. Les fenêtres n'étaient que de fines meurtrières, conçues davantage pour les archers que pour laisser entrer la lumière. À l'intérieur, l'air était souvent humide et lourd, porteur d'odeurs de fumée, de sueur et de quelque chose de moins agréable. La décomposition. Si vous aviez la chance de naître noble, vous pouviez profiter de quelques conforts. Une chambre privée avec une cheminée, un lit garni de plumes, et peut-être de temps en temps un rare bain bouillant. Les domestiques s'affairaient tout autour, veillant à vos besoins. Mais même les pièces les plus prestigieuses restaient froides et sombres selon les critères actuels. À présent, pensons un moment aux domestiques. Leur quartier était relégué dans les coins les plus froids et les plus sombres du château, des endroits où la lumière du soleil n'entrait presque jamais et où la chaleur était un luxe. L'intimité était quasi inexistante et les maladies se propageaient rapidement dans ces espaces collectifs et surpeuplés.
Pour beaucoup, la vie au château était une lutte quotidienne contre les éléments, la fatigue et la maladie. Les châteaux n'étaient pas seulement des demeures pour une seule famille. Ils grouillaient de vie, remplis de parents, d'invités et d'une petite armée de domestiques. Il fallait de nombreuses mains pour faire tourner la machine, cuisiniers, femmes de ménage, garçons d'écurie, gardes. Les pauses étaient rares pour les serviteurs. Le travail commençait dès le lever du soleil et continuait souvent bien après son coucher, surtout pendant les mois d'hiver, où la lumière était précieuse. Parlons d'un sujet rarement montré dans les films, les toilettes médiévales. Oubliez les toilettes en porcelaine et l'eau courante. À la place, imaginez un banc en bois percé d'un trou installé au-dessus d'une fosse d'aisance. Parfois, ces bancs étaient alignés côte à côte, transformant un moment privé en une expérience sociale. Imaginez discuter de plans de bataille tout en faisant vos besoins. L'odeur, inoubliable, mais pas dans le bon sens. Et quand la fosse débordait, disons simplement que personne ne voulait s'occuper de ça. L'intimité était quasi inexistante et le ménage était laissé aux serviteurs les plus bas dans la hiérarchie, sans papier toilette à l'horizon. Juste de la paille, de la mousse ou des bouts de tissu. Sous leur grandeur, les châteaux cachaient un côté plus sombre. Les cachots existaient vraiment, et il était aussi lugubre que l'on peut l'imaginer, froid, humide, résonnant des bruits de la souffrance. C'étaient des lieux de punition et de peur, où les malchanceux pouvaient se retrouver enchaînés au mur, attendant un sort incertain. Certains châteaux possédaient même des meurtrières, au-dessus de l'entrée principale, permettant aux défenseurs de verser de l'eau bouillante, du sable chaud ou même des ruches sur les visiteurs indésirables. Les escaliers en colimaçon tournaient presque toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donnant ainsi l'avantage aux défenseurs droitiers face aux assaillants, dont le bras armé était gêné par la colonne centrale. Même les plus petits choix architecturaux étaient liés à la menace constante de conflits. Si tu vivais dans un château, tu partageais ta maison avec des invités non désirés, les rats. Ils couraient dans les couloirs, rongeaient les réserves de grains et propageaient des maladies. Le plus tristement célèbre fut la peste noire, une épidémie qui traversa l'Europe et fit des millions de morts. Pour beaucoup, les épais murs du château offraient peu de protection contre les ennemis invisibles qui se trouvaient à l'intérieur. Les environnements sombres, humides et froids étaient des terrains idéaux pour toutes sortes de nuisibles, et les gens considéraient simplement l'infestation de rats comme une partie normale de la vie. Une petite consolation, le vin et la bière coulaient à flot. En fait, il était souvent plus sûr de boire de l'alcool que de l'eau qui était généralement contaminée. Les repas pouvaient être copieux, surtout pour les seigneurs et les dames, mais les domestiques se contentaient d'une nourriture plus simple. Les châteaux possédaient leur propre cuisine, et parfois même des brasseries et boulangeries à l'intérieur de leurs murs. Les grandes salles où se tenaient les festins étaient remplies des sons des ménestrels, des odeurs de viande rôtie et du scintillement des torches sur les armures polies. Malgré la pierre grise que l'on voit aujourd'hui, de nombreux châteaux étaient autrefois décorés de fresques colorées et de tapisseries, tant pour impressionner les visiteurs que pour aider à isoler du froid. Quant au bain, c'était un luxe rare, réservé aux grandes occasions. Transporter de l'eau à travers des couloirs étroits et la chauffer sur des feux ouverts représentait un travail monumental. Alors la plupart des gens ne s'en donnaient tout simplement pas la peine. Parfois se laver une fois par an n'était jugé suffisant. Pourtant, les châteaux étaient aussi des lieux d'innovation. Le pont-levis et la herse étaient des merveilles de l'ingénierie médiévale conçues pour empêcher les ennemis d'entrer. Certains châteaux disposaient même de prémices de chauffage central, appelées hypocaustes, qui diffusaient de l'air chaud sous les sols. Mais seuls les seigneurs les plus riches pouvaient se permettre de tels luxes. Malgré les difficultés, les châteaux étaient des centres de culture et de savoir. Certains seigneurs et dames savaient lire et écrire, et quelques châteaux possédaient même des bibliothèques remplies de précieux manuscrits. Des ménestrels et troubadours itinérants apportaient des nouvelles et du divertissement provenant de contrées lointaines. Et les grands banquets étaient l'occasion de musique, de danse et de contes. Les châteaux avaient aussi leur propre jardin, non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour la survie. Des herbes pour la médecine et la cuisine, des légumes et même de petits vergers étaient soigneusement entretenus à l'abri des murs. En temps de siège, ces jardins pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Les châteaux étaient étonnamment bruyants. Le bruit des chevaux dans la cour, le fracas des forgerons au travail et le bavardage incessant des serviteurs remplissaient l'air. La nuit, la seule lumière venait de torches vacillantes ou de chandelles faites de graisse animale, qui dégageaient plus de fumée que de clarté. L'odeur de fumée, mélangée à celle des animaux, des gens et de la nourriture, était omniprésente. Et même si l'on imagine souvent les châteaux comme isolés, il était en réalité le cœur d'une communauté animée. Des marchés apparaissaient devant les portes, et les villageois comptaient sur le château pour se protéger en période de trouble. Le château était un symbole de pouvoir, mais aussi un lieu de refuge, de travail et de vie quotidienne pour des centaines de personnes. La vie quotidienne était un mélange de difficultés et de célébrations. Les festivals et les tournois apportaient des moments de joie et de spectacle.
avec des chevaliers jouteurs, des bouffons et des costumes élaborés. Les enfants jouaient à des jeux que nous reconnaîtrions encore aujourd'hui, comme chat et cache-cache, tandis que les adultes se rassemblaient pour raconter des histoires et écouter de la musique lors des longues nuits d'hiver. Pourtant, malgré toute leur splendeur et leur puissance, les châteaux n'étaient jamais vraiment confortables. Les couloirs pleins de courants d'air, la menace constante des maladies et la hiérarchie sociale rigide rendaient la vie difficile à tous, du plus grand seigneur au plus humble des serviteurs. Malgré tout, ces géants de pierre ont résisté au passage du temps, témoins de siècles de drames humains, d'ingéniosité et de résilience. Ainsi, même si l'idée de vivre dans un château peut sembler enchanteresse, la réalité mêlait inconfort, ingéniosité et résilience. Les châteaux n'étaient pas seulement faits de pierre et de mortier. Il était des mondes vivants, pleins d'histoires à découvrir. La prochaine fois que vous traverserez ces couloirs anciens, souvenez-vous, chaque écho rappelle les personnes qui appelèrent autrefois ces forteresses leurs maisons et les vies remarquables qu'elles menèrent entre ces puissants murs. Entrez dans la machine à remonter le temps de votre imagination et réglez les cadrans sur ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Ce nom évoque à lui seul des images de châteaux sombres, de paysans crasseux et d'un monde plongé dans l'ignorance. Mais comme souvent, l'histoire aime nous surprendre. Le Moyen-Âge était tout sauf une époque figée et obscure. C'était une ère d'innovation éblouissante, de culture vibrante et de mystères qui nous intriguent encore aujourd'hui. Alors, chers explorateurs, êtes-vous prêts à aventurer au cœur de cette époque médiévale? Oublions un instant les clichés pour découvrir les vraies histoires, pleines de modes étranges, de coutumes surprenantes et du quotidien de gens finalement pas si différents de nous. Imaginez-vous en train de marcher dans une rue animée du Londres du mi-sièclième. Qu'est-ce qui attire votre regard? Peut-être les chaussures. Des pantoufles en cuir au bout si long et pointu qu'elles pourraient servir d'armes ou de point de départ pour une conversation. C'étaient les poulaines, l'accessoire de mode incontournable pour les hommes du Moyen-Âge. Certaines chaussures dépassaient de plusieurs centimètres l'extrémité du pied. Un symbole de statut et, soyons honnêtes, un peu de panache médiéval. Tout le monde n'en raffolait pas. Les membres du clergé désapprouvaient ces chaussures extravagantes, affirmant qu'elles rendaient la prière à genoux difficile. Pourtant, même certains religieux n'ont pas su résister à la tendance. La mode avait un prix. Les archéologues ont découvert que près d'un tiers des squelettes de riches médiévaux présentent des traces d'oignons, des déformations douloureuses du pied probablement causées par ces chaussures aussi stylées qu'impraticables. Chez les frères mendiants, la proportion était encore plus élevée. Il semble donc que la recherche du style au détriment du confort est une histoire aussi vieille que le monde. Quand les gens se mariaient-ils au Moyen-Âge? La réponse varie autant que les personnes elles-mêmes. En moyenne, les hommes se mariaient vers l'âge de 20 ans, tandis que les femmes épousaient souvent dans la fin de leur adolescence. Mais les règles étaient flexibles, influencées par les coutumes locales, la fortune des familles et l'œil attentif de l'Église. Le droit canon fixait les âges minimums, 12 ans pour les filles, 14 pour les garçons. Les fiançailles pouvaient avoir lieu encore plus tôt, surtout parmi la noblesse, où le mariage relevait autant de la politique et des biens que de l'amour. Pour la plupart, néanmoins, le mariage était une affaire pratique, une alliance de famille, une manière de sécuriser l'avenir et parfois un saut dans l'inconnu. La vie médiévale n'était jamais loin de la menace du conflit. L'entraînement au combat commençait tôt, souvent à travers des jeux, des tournois et des simulacres de combat qui permettaient de développer les compétences nécessaires à la véritable guerre. Au début du Moyen-Âge, la formation était informelle, plus une question de nécessité que de discipline. À la fin du Moyen-Âge, des manuels de combat détaillés ont vu le jour, témoignant de la sophistication croissante des tactiques militaires. Pourtant, même lorsque les armées devenaient plus organisées, l'idée d'une force permanente et professionnelle, ce n'est qu'au milieu du Xe siècle, pendant la guerre de 100 ans, que la France a créé l'une des premières armées permanentes d'Europe. Un signe de l'évolution profonde de l'art de la guerre. Et les femmes? Bien que leur responsabilité principale se concentrait souvent sur la maison, la vie des femmes était loin d'être confinée. Pendant les récoltes, elles rejoignaient les hommes dans les champs. Les dames nobles, quant à elles, chassaient et géraient des domaines et pouvaient même défendre des châteaux lors des sièges. Le monde médiéval était complexe, et les rôles des femmes étaient aussi variés que la société elle-même. Certaines devinrent de puissantes abbesses, dirigeant d'importantes communautés religieuses et conseillant même les rois. D'autres, comme Hildegarde de Bingen, se sont fait connaître par leurs études, leur musique et leurs observations scientifiques, prouvant que la vie intellectuelle n'était pas réservée aux hommes. Aucune foi ou cour médiévale n'était complète sans musique. Voici les ménestrels et les troubadours, artistes itinérants qui donnaient vie aux nouvelles récits et chansons. Certains récitaient des épopées de héros et de batailles. D'autres composaient leurs propres vers, accompagnés de luth, de harpe ou des premiers violons.
Leur musique était le réseau social de l'époque, diffusant nouvelles et divertissements à travers les royaumes. Les troubadours du sud de la France ont même inventé de nouvelles formes de poésie et de chansons, influençant la littérature européenne pendant des siècles. Si tu vivais dans un village médiéval, saurais-tu en quelle année tu te trouves? Pour la plupart des gens, la réponse était pas vraiment. Peu savaient lire ou écrire et le concept d'année numérotée importait peu dans la vie quotidienne. Ce qui comptait, c'était le rythme des saisons. Le moment de semer, de récolter, de célébrer les fêtes religieuses. Les moines et les fonctionnaires royaux tenaient le compte des années, mais pour la plupart des gens, le temps se mesurait en cycles, pas en chiffres. Le calendrier de l'Église, avec ses jours de saints et ses jours de fête, était la véritable horloge de la campagne. Les pèlerinages étaient les grandes aventures du Moyen Âge. Les gens voyageaient pendant des semaines ou des mois pour visiter des lieux saints, espérant des miracles ou le pardon. Voir une relique, un os de saint, une écharpe de la vraie croix, était un moment fort. Il n'y avait pas d'yé, mais les pèlerins faisaient souvent des offrandes, à la fois en signe de dévotion et pour soutenir l'Église. L'authenticité des reliques était parfois douteuse, mais leur pouvoir d'inspirer l'émerveillement était bien réel. Les pèlerinages ont aussi contribué à la diffusion d'idées et d'art et même de nouveaux aliments à travers l'Europe, car les voyageurs apportaient des histoires et des souvenirs de contrées lointaines. Les manuscrits médiévaux montrent des pêcheurs avec des filets et des cannes, prouvant que la pêche était à la fois une nécessité et un passe-temps. Pendant ce temps, le monde de l'argent changeait rapidement. Les règles catholiques contre l'usure, le fait de prêter à intérêt, faisaient que des familles juives devenaient souvent banquières, occupant un rôle essentiel dans l'économie en expansion. Au XIe siècle, de nouveaux types de banquiers firent leur apparition. Banquiers marchands, prêteurs sur gage et banquiers dépôt, chacun naviguant dans les eaux troubles du commerce, de la foi et de la loi. Les archives d'Italie et d'ailleurs montrent que le recouvrement des dettes était une affaire sérieuse, parfois poursuivie même après la mort d'une personne. L'essor de la banque était le signe d'un monde devenu plus connecté, plus ambitieux et bien plus moderne qu'on pourrait le penser. Les gens du Moyen Âge, loin d'être isolés, faisaient partie d'un monde bien plus connecté qu'on ne l'imagine souvent. Des routes commerciales reliaient les ports anglais au marché de Venise. Tous les marchandises et les idées voyageaient jusqu'au Moyen-Orient et en Chine. Épices, soie et histoire trouvaient ainsi leur chemin jusque dans les foyers médiévaux, modifiant les goûts et suscitant de nouvelles inventions. Même la modeste fourchette, aujourd'hui incontournable à table, est une invention médiévale qui a mis des siècles à se répandre en Europe. Pendant longtemps, on mangeait avec des couteaux, des cuillères et des doigts. À son apparition, la fourchette fut jugée scandaleusement décadente par certains. Preuve que même les plus petits changements pouvaient provoquer de grands débats. Les villes médiévales étaient aussi des merveilles d'ingéniosité. Londres, Paris et Florence étaient animées par des marchés, des universités et des corporations. Les premières universités, comme celles de Bologne et d'Oxford, furent fondées à cette époque où les étudiants débattaient de philosophie, de médecine et de droit. Les grandes cathédrales, avec leurs arches élancées et leurs vitraux, n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres d'art, de sciences et de vie communautaire. Leur construction nécessitait des connaissances avancées en mathématiques et en ingénierie. Et leur beauté continue encore aujourd'hui d'émerveiller. Les ingénieurs médiévaux ont également construit des aqueducs, des moulins à vent et des roues à eau, exploitant la puissance de la nature d'une manière qui a jeté les bases des révolutions technologiques ultérieures. N'oublions pas l'écrit. Bien que la plupart des gens ne savaient pas lire, le Moyen Âge a vu la diffusion lente mais régulière de l'alphabétisation. Dans le calme des scriptoria, les moines copiaient à la main d'anciens textes, préservant la sagesse de la Grèce et de Rome. Vers la fin du Moyen Âge, l'invention de l'imprimerie allait bientôt révolutionner le monde, rendant les livres et le savoir accessibles à plus de personnes que jamais auparavant. L'arrivée du papier, parti de Chine, passé par le monde islamique et arrivé en Europe, a rendu l'écriture moins coûteuse et plus accessible, alimentant une révolution discrète dans la communication. Alors, la prochaine fois que vous entendez l'expression « Wow », pensez à la lumière qui a percé, le rire des ménestrels, le courage des chevaliers et des savants, les mains qui ont édifié les cathédrales et les esprits qui rêvaient d'un monde plus vaste. Le Moyen Âge n'était pas simplement un pont entre l'Antiquité et l'époque moderne, c'était un univers à part entière, plein de couleurs, de curiosités et du même esprit humain qui nous anime encore aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé à travers le temps avec moi. Gardez votre curiosité vivante et qui sait quel autre secret l'histoire pourra dévoiler. Imaginez un instant que vous avez été transporté au Moyen Âge. Si vous pensez que la vie à cette époque n'était faite que de festins, de tournois et de grandes aventures, détrompez. Simplement survivre d'un jour à l'autre était une aventure en soi. Surtout si jamais vous aviez besoin d'un médecin, ou plus probablement d'un barbier, oui, vous avez bien lu.
Dans l'Europe médiévale, le barbier du coin faisait bien plus que tailler la barbe. C'était le touche-à-tout du village. À la fois coiffeur, chirurgien, dentiste et si besoin apothicaire. La médecine n'en était alors qu'à ses balbutiements, et à moins d'être né dans la royauté, votre meilleure chance de traitement reposait sur la main sûre du barbier chirurgien. Alors, à quoi ressemblaient les soins médicaux à cette époque? Partons pour un voyage à travers certains des traitements les plus étranges et les plus étonnants du Moyen Âge. Préparez-vous, certains de ces remèdes ne sont pas faits pour les âmes sensibles ou les estomacs fragiles. L'arrivée de la poudre à canon aux X siècles a changé la guerre à jamais. Et avec elle, la nature des blessures sur le champ de bataille. Avant que le barbier chirurgien français Ambroise Paré ne révolutionne le traitement des plaies, le traitement standard pour les blessures par balle consistait à verser de l'huile bouillante directement sur la blessure. L'idée était de cautériser la plaie et d'éviter l'infection. Mais comme vous pouvez l'imaginer, la douleur était inimaginable. Un jour, fatidique de 1537, Paré se retrouva à court d'huile au cours d'une bataille. Forcé d'improviser, il prépara un mélange de jaune d'œuf, d'huile de rose et de tirebentaï, oui, le solvant pour peinture. À sa grande surprise, ses patients s'en remirent bien mieux que se traiter avec de l'huile bouillante. Parfois, la nécessité engendre véritablement l'invention. Si tu trouves que ton shampoing a une odeur étrange, jouis-toi de ne pas avoir vécu à l'époque médiévale. À cette époque, les barbiers utilisaient souvent de l'urine humaine vieillie comme nettoyant pour les cheveux. Pourquoi? Parce que l'urine contient de l'ammoniac, un agent nettoyant et blanchissant naturel. Les Romains avaient déjà découvert son pouvoir pour blanchir les tauges, et les barbiers médiévaux pensaient que cela pouvait donner aux cheveux un bel éclat. Ils la mettaient même en bouteille pour la vendre. Voilà un business parallèle assez surprenant. Plus de savon à raser, pas de souci. Il suffit de saisir une pinte, selon un document de 1498, provenant de l'université d'Oxford. Les barbiers qui n'avaient pas les moyens d'acheter du savon utilisaient la mousse de la bière pour faire mousser le visage de leurs clients. C'était bon marché efficace, et cela créait sûrement une ambiance plutôt conviviale dans le fauteuil du barbier. Pourquoi cette technique n'a jamais été reprise par des marques modernes comme Gillette, Mystère? L'hygiène dentaire était un défi au Moyen Âge, mais cela n'empêchait pas les barbiers de proposer des services de blanchiment des dents. Leur arme secrète, Aloe Forti, un joli nom pour de l'acide nitrique hautement corrosif. Ça enlevait les taches, certes, mais ça détruisait aussi les mailles des dents, les rendant vulnérables à la carie et à la décomposition. Parfois, un sourire éclatant avait un coût terrible. La chirurgie sans anesthésie est une idée terrifiante. Mais les barbiers médiévaux avaient leur propre solution, l'éponge soporifique. C'était une première tentative d'anesthésie, fabriquée en imbibant une éponge de mer d'un puissant mélange d'opium, de ciguë, de mandragore et d'autres ingrédients. L'éponge séchée était ensuite réhydratée et maintenue sous le nez du patient, l'envoyant dans un profond sommeil ou, tragiquement, parfois dans un sommeil dont il ne se réveillait jamais. Si vous vous êtes déjà plaint du goût du sirop contre la toux, pensez à ceci. Les médecins médiévaux prescrivaient parfois la blanche grecque, la croûte crayeuse, qui se forme sur les excréments de chiens vieillissants pour les maux de gorge et les angines. Elle était même appliquée pour dissoudre les tumeurs, et les excréments de chiens n'étaient pas les seuls. Les crottes de souris étaient utilisées contre les vers intestinaux, et la bouse de divers animaux se retrouvait dans toutes sortes de remèdes. Parfois, le remède était vraiment pire que la maladie. Les barbiers vantaient fièrement leur talent de seigneur en exposant des bocaux de sang dans leurs vitrines. Avec le temps, le sang coagulait et pourrissait, emplissant l'air d'une puanteur si nauséabonde qu'en 1309, Londres adopta une loi interdisant cette pratique. La solution? Déverser le sang dans la Tamise. La prochaine fois que vous entendrez le terme « salle d'opération », souvenez-vous que la chirurgie médiévale était souvent un spectacle public, les barbiers retirant des calculs rénaux devant un public pour attirer les clients. Les anciens Égyptiens souffraient de maux de dents, à cause du sable contenu dans leur pain et d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Leur solution? Broyer un rat mort, en faire une pâte et l'appliquer sur la dent douloureuse. Le remède a perduré tout au long du Moyen-Âge et même dans l'Angleterre rurale jusqu'au début du siècle, avant de finalement tomber en désuétude. Parfois, le progrès consiste simplement à abandonner de vieillir. Tous les remèdes médiévaux n'étaient pas aussi répugnants que les excréments de chiens ou les rats morts. Pour les maux de gorge, la toux, et même les brûlures, on utilisait de la gelée d'escargot. Les escargots de jardin étaient ramassés, sortis de leur coquille, puis mélangés avec du sucre pour préparer un gel apaisant. Les femmes utilisaient aussi la bave d'escargot pour embellir leur peau. Une pratique qui, croyez-le ou non, est revenue à la mode dans les cosmétiques modernes. Le mucin d'escargot est aujourd'hui un ingrédient très recherché dans de nombreuses crèmes de beauté,
grâce à sa capacité à stimuler le collagène et l'élastine. Et si vous pensez que l'histoire de la médecine médiévale s'arrête là, détrompez-vous. L'ingéniosité et parfois le désespoir de nos ancêtres a donné naissance à une véritable mine de pratiques étonnantes. Les sangsues, par exemple, étaient un élément de base de la trousse médicale médiévale, utilisé pour équilibrer les humeurs en prélevant du sang aux patients. Ce n'était pas seulement une particularité européenne. La thérapie par les sangsues était pratiquée de l'Inde au Moyen-Orient et, de façon remarquable, elle a connu un retour en chirurgie moderne, où les sangsues aident à rétablir la circulation sanguine dans les tissus délicats. Autre fait fascinant, les hôpitaux médiévaux étaient souvent gérés par des ordres religieux et les soins concernaient autant l'âme que le corps. Les patients étaient traités avec des prières, des reliques et des rituels en plus des remèdes physiques disponibles. Le concept de quarantaine, que l'on associe aujourd'hui aux pandémies modernes, trouve en réalité ses racines au XVe siècle, quand les navires soupçonnés de transporter la peste devaient y Vergogni. Même la célèbre enseigne rouge et blanche du barbier a une histoire qui trouve ses racines dans cette tradition médicale. Les bandes en spirale représentent le sang et les bandages, un clin d'œil au double rôle du barbier, à la fois coiffeur et guérisseur. La prochaine fois que vous passerez devant un salon de barbier, vous verrez une relique vivante d'une époque où l'on pouvait se faire couper les cheveux et subir une petite chirurgie sur la même chaise. Malgré l'étrangeté de ces traitements, ils sont nés d'un désir acharné de guérir et de percer les mystères du corps humain. Chaque remède insolite, chaque expérience risquée était un pas, même infime ou mal avisé vers les connaissances médicales dont nous disposons aujourd'hui. La prochaine fois que vous prendrez un antidouleur ou irez chez le médecin, pensez-y. La médecine moderne s'est construite grâce à la gelée d'escargot, à l'huile bouillante, aux sangsues et à une bonne dose de curiosité. L'histoire n'est pas seulement le récit de nos réussites, mais aussi la chronique de nos tentatives les plus audacieuses pour résoudre les mystères de la vie, et qui sait, les remèdes que nous considérons comme évidents aujourd'hui paraîtront peut-être tout aussi étranges aux générations futures. L'aventure de la découverte, semble-t-il, n'est jamais vraiment terminée.